Très bien. Maintenant, à la suite de ce qu'on vient de faire, utiliser les écritures trigonométriques, nous allons avoir plus de facilité à décrire la notion de polarisation. Alors, la polarisation de l'onde, pour expliquer un peu ce que c'est, rappelez-vous, si je considère une onde qui se propage avec une pulsation oméga dans une direction donnée, par exemple x, et comme on a défini avec les ondes, la propriété des ondes planes, une fois que j'ai défini le champ E, automatiquement, j'en déduis le champ B. Et donc, décrire la polarisation de E revient à décrire la polarisation de B également. Alors, en quoi consiste la polarisation? C'est simplement l'orientation que va prendre E et comment se comporte E dans le temps et dans l'espace. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on va essayer de voir. Très bien. Alors, je reviens sur l'écriture, la description exponentielle du champ. Donc, rappelez-vous, E se décrit par une amplitude et une phase. Ou alors, en écriture cosinus, c'est donc l'amplitude plus la phase, et vous avez une orientation ici de l'onde, c'est la direction qu'elle prend et le sens qui est donné par ce vecteur-là. Très bien. Maintenant, dans cette écriture-là, vous le voyez bien, tout ce que je sais et ce que me dit l'équation caractéristique des ondes planes, c'est que le champ E est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc il appartient au plan YZ, la direction de propagation selon X, et donc forcément le champ, d'une manière générale, automatiquement, il est dans le plan YZ. Donc je vais prendre le cas le plus général, et sans prendre de cas particulier, donc le cas le plus général, je vais prendre une composante selon Y et une composante selon Z. Donc ce sont les projections de E sur les axes Y et Z. Et je vais les décrire comme ceci, avec une amplitude EY0, et une phase à l'origine que j'appelle φ1, et une amplitude EZ0, et une phase à l'origine que j'appelle φ2. Je pense que ce sont des choses relativement simples à comprendre. Très bien. Alors, ce que je peux faire, c'est, rappelez-vous, si je fais le choix des origines de façon convenable, je suis capable d'annuler une des phases. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire de telle sorte que je vais choisir l'origine du temps et de l'espace de façon à annuler la phase φ1. Et donc, forcément, le déphasage qu'il y a entre les deux. Alors, entre les deux, il y a un déphasage qui est φ2 moins φ1. Bon, je peux mettre les valeurs absolues pour montrer que le signe n'est pas important, mais en tout cas, il y a un déphasage entre les deux qui est donné par ça. Et donc, vous voyez bien que le déphasage qui est là, delta phi, lui, il est imposé par la nature du champ. Et si je m'amuse à annuler φ1, ça ne veut pas dire que je vais agir sur φ2, je vais simplement décaler la phase au niveau de φ2. Mais le déphasage entre les deux, il reste le même. Et donc, c'est ce que j'obtiens ici. Donc, ce que je fais en jouant là-dessus, sur les choix des amplitudes, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'annule la phase au niveau du premier, mais que sur la composante Z, je vais avoir une différence de phase. Phi représentera le delta phi que j'ai mis ça, là, la différence de phase qu'il va y avoir entre les deux. Alors, si vous voulez, pour mieux apprécier ceci, je vais faire un petit schéma et on va essayer de voir ceci. Donc, je vais passer sur mon tableau blanc. Sur ce schéma, je vais essayer de représenter cette notion de déphasage et ce choix de phase à l'origine dont j'ai parlé à l'instant. Donc, je vais considérer par exemple la composante EY. Et donc, je prends un signal sinusoïdal qui est comme ceci. Bon, il n'est pas très joli, mais il représente un signal sinusoïdal. Et je prends un deuxième qui correspond à EZ. Et donc, voilà, on va le faire comme ça. Voilà, avec une... Voilà, très bien. Alors, dans l'absolu, alors ça, on a dit c'est EZ. En bleu, c'est EY. Et très bien. Donc, dans l'absolu,
mes axes ne sont pas quelque chose de fixe, mais les axes, ce sont des choix que je fais. Les axes représentent les moments et les endroits à partir desquels je commence à observer. Donc, lorsque je fais t égale à 0, je décide d'un instant où je commence à observer mon phénomène. Lorsque je fais x égale à 0, je prends un endroit et je dis, tiens, à partir de cet endroit, je commence à compter. Donc, c'est ça le choix des axes. Et donc, si je fais un choix arbitraire, donc quelconque, je vais dire, ça c'est mon origine, et vous voyez que je ne suis pas, j'ai un déphasage ici, phi1. Alors, je vais le représenter ici en bleu. Donc, ici, ça représente le déphasage phi1. Et ici, j'ai le déphasage qui correspond à phi2, ce que j'ai montré tout à l'heure. Maintenant, si je veux annuler ce déphasage, en tout cas pour l'une des composantes EY, qu'est-ce que je fais? Je choisis mon origine, des temps par exemple, et des espaces ici. Et vous voyez que là, j'ai phi1 qui est nul. Et donc, phi2, lui, il est toujours là où il est, mais sauf qu'il n'est plus par rapport à cet instant, ou à cette origine, mais il est par rapport à cette origine. Donc, ce que j'obtiens comme déphasage, c'est phi, et phi n'est autre que la différence entre phi1 et phi2 que j'avais tout à l'heure. Et donc, voilà ce qui explique comment est-ce que je peux annuler la phase sur une composante, et donc, en fait, je reporte le déphasage sur la deuxième composante. Il reste simplement à écrire les amplitudes l'une par rapport à l'autre. Vous voyez que les amplitudes sont proportionnelles, et j'appelle A le facteur de proportionnalité qu'il y a entre les deux composantes. Alors ici, vu le schéma que j'ai présenté, je peux imaginer que A est inférieur à 1 tout simplement. Très bien. Alors maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'à partir de cette situation-là, je vais essayer de analyser le comportement de l'onde électromagnétique. Je vais essayer d'analyser le comportement de l'onde électromagnétique en fonction de cas particuliers. Et donc je vais choisir ma couleur noire ici, et je vais prendre le premier cas qu'on va appeler, alors comment je l'ai appelé, alors premier cas, donc c'est la polarisation rectiligne. Alors, pour expliquer la polarisation rectiligne, on va l'obtenir lorsque on a comme condition si A est différent de 0, par contre phi égale à 0. Si j'ai ceci, que devient mon champ E? Le champ E s'écrit égale toujours 0, E0 cosinus oméga t moins kx et A E0 cosinus oméga t moins kx. Très bien. Si je m'amuse maintenant à représenter ça au niveau d'un schéma, qu'est-ce que ceci me donne? Alors, je vais prendre voilà, donc EY et EZ. Ma fonction EY, vous voyez, ma composante EY, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va osciller entre plus E0, parce que cosinus varie entre plus et moins 1. Donc vous voyez bien que ma composante EY va osciller entre plus E0 et moins E0. Donc si je la représente, par exemple, on l'a prise en bleu ici, donc je vais la prendre en bleu. Donc si ça c'est E0 ici, j'aurai moins E0 là. Et donc ma fonction, ma composante E donc, va osciller entre là et là. Donc ça va être ça l'oscillation. Et donc c'est, imaginez un vecteur qui oscille comme ceci. Très bien. Si je prends maintenant la composante EZ, la composante EZ, elle aussi, a son amplitude qui est égale à E0. Dans l'exemple que j'ai choisi, j'ai pris A inférieur à 1, donc ça va être l'amplitude plus petite que celle-là. Donc si ça c'est AE0, vous voyez bien que je vais avoir moins AE0 ici.
Et donc, pendant que la composante EY oscille comme ceci, la composante EZ oscille dans ce sens-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est ça qui est important, c'est que à chaque fois que ma composante, voyez, puisque j'ai le même cosinus, la valeur que va prendre ce cosinus est la même. Donc, lorsque je vais être là, eh bien, je vais avoir quelque chose là. Lorsque je vais être là, je vais avoir quelque chose là. Et lorsque je vais être là, je vais avoir quelque chose ici. Et donc, la même chose de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens comme résultante? Eh bien, c'est la composante, le champ E, lui, va osciller entre là et là, donc l'extrémité ici. Et donc, c'est un vecteur qui va osciller comme ceci. Et il va osciller comment? De façon rectiligne, puisqu'il suit une droite. Alors, on définit à partir de là un angle θ tel que tangente θ égale, eh bien, donc EZ sur EY, et donc elle est égale à A étant la pente de cette tangente. Très bien. Donc voilà pour ce qui est de la première composante qui est qu'on appelle la polarisation rectiligne. Maintenant, je vais aller sur le deuxième cas. Et donc, on va voir ce qu'on appelle la polarisation circulaire. Alors, pour la polarisation circulaire, je vais considérer le cas où A égale à 1 et que phi égale à plus ou moins pi sur 2. Et donc, je voudrais qu'à chaque fois, on se réfère à l'expression du champ électrique que nous avons exprimé tout à l'heure. Et donc, lorsque je fais ça, que devient mon champ? Donc, la composante EY sera égale à, eh bien, E0, puisque A égale à, alors E0, ça je le garde, cosinus oméga t, donc ça c'est moins kx, ça c'est la référence. Par contre, c'est EZ qui change, donc j'aurai toujours E0, mais cosinus oméga t moins pi sur 2, ça nous donne sinus oméga t moins kx. Très bien. Alors, si j'ai ceci, j'ai différentes façons de décrire ce comportement. Mais très simplement, je vais prendre le cercle trigonométrique et je vais essayer de travailler dessus. J'espère que je vais faire un schéma assez propre. Je vais essayer de tracer un cercle propre. Il n'est pas très propre, mais ce n'est pas grave. Donc voilà mon cercle trigonométrique. Et voyons ce qu'on va avoir. Donc, en fonction de l'angle θ, regardez, l'angle θ que je vais avoir, vous voyez bien que je vais systématiquement avoir, lorsque je change d'angle θ, vous allez avoir le cosinus plus le sinus qui me donne l'hypoténuse à chaque fois, puisque j'ai le même angle, c'est le même angle θ, si vous voulez, la même phase sur laquelle je travaille. Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais calculer EY sur E0 au carré, plus EZ sur E0 au carré, et bien, vous voyez, j'ai ramené le E0 ici et là. Donc, qu'est-ce qui me reste? Cosinus carré de oméga t moins kx plus sinus carré de oméga t moins kx. Ceci n'est autre que 1. Et donc, ce que j'obtiens ici, c'est l'équation d'un cercle, de centre l'origine et de rayon E0. Et donc, vous voyez que à chaque instant, donc c'est ça mes composantes, ça c'est la composante, j'aurais dû les mettre en couleur, donc ça c'est la composante EY, ça c'est la composante EZ, et vous voyez que, quelle que soit la position que vous prenez, votre vecteur résultant, je vais le mettre en rouge, le vecteur résultant, E, décrit
un cercle. Donc, quelle que soit la position θ que vous prenez, donc vous allez toujours avoir E résultant qui est comme ceci, et il décrit un cercle de rayon E0, le rayon de ce cercle-là. Et donc, on dira que l'onde est polarisée circulairement. Très bien. Donc, voici deux cas de figure. On va en traiter un troisième et presque le dernier, on va dire, puisque les deux suivants sont pratiquement les mêmes. C'est ce qu'on appelle la polarisation elliptique. Alors, cette polarisation elliptique, comme son nom l'indique, vous voyez bien que le comportement va être sous forme d'ellipse. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, tout simplement que là aussi, on va prendre A. Cette fois, A égale à différent de 1, et phi toujours égal à plus ou moins pi sur 2. Et je vais donc encore une fois remplacer dans les composantes de mon champ E. Et donc je vais avoir pour E, Y, je vais avoir EY égale à E0 cosinus oméga t moins kx, et EZ égale à E0 cosinus oméga t moins kx plus ou moins pi sur 2, et donc ça nous fait sinus oméga t moins kx. Donc je fais là, pareil que tout à l'heure, je vais donc faire passer le module que j'ai là au dénominateur, et je vais donc avoir EY sur E0 au carré, plus EZ sur AE0 au carré, et ça me donne encore cosinus carré plus sinus carré, donc cosinus carré oméga t moins kx plus sinus carré oméga t moins kx, qui n'est autre que 1, et donc j'obtiens là encore l'équation d'une ellipse dont les demi-axes sont E0 et AE0. Et donc si je vais représenter mon ellipse, eh bien, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Donc je suis toujours dans l'axe X des Y et Z. Donc ça c'est EY et ça c'est EZ. Donc vous voyez bien que le EZ oscille ici, le EY oscille là, mais la résultante EY plus EZ me donnera quelque chose qui ressemble à ça. Alors, on a pris le bleu comme étant E. Voilà. EY, ça va faire ça. Et la résultante, ça va être quelque chose qui fait ça. Et donc ceci n'est autre que l'équation d'une ellipse avec les demi-axes E0 et AE0. Rappelez-vous que A est plus petit que 1, c'est le choix que j'ai fait au départ. Et donc on dira là que l'onde est polarisée. L'onde est polarisée elliptiquement. Alors, que ce soit bien clair, il est important que l'on puisse relier la notion de direction de propagation avec la notion de polarisation. La direction de propagation, c'est le package onde électromagnétique qui est formé du champ E et du champ B, qui se déplacent de long une direction. Et ceci est défini ici. Rappelez-vous, ce qui définit la direction de propagation, c'est ça. C'est en fait le vecteur K. C'est le vecteur K qui définit la direction de propagation. C'est le vecteur d'onde K égale à K EX plus K EY plus K EZ. Et donc, une fois que j'ai défini la direction de propagation, celle-là ou l'autre, ou une combinaison des trois, peu importe,
ceci me donne la direction dans laquelle l'onde se propage. Et je rappelle encore une fois l'exemple que j'ai donné depuis le début de ce cours. La direction de propagation, elle est définie entre quoi et quoi? Entre l'émetteur et le récepteur. Donc forcément, vous émettez à partir d'une source et vous recevez sur un récepteur, une antenne, peu importe ce que vous utilisez. Et donc la direction entre les deux, c'est ce qu'on appelle la direction de propagation. Mais n'oubliez pas qu'un émetteur, il va émettre dans toutes les directions. Et donc vous pouvez avoir plusieurs récepteurs et chaque récepteur considérera sa position par rapport à l'émetteur comme étant la direction de propagation. Et donc, c'est l'ensemble, indépendamment de comment ils sont orientés, du champ électromagnétique, donc indépendamment comment E et B sont orientés entre eux, pour l'instant, ils se déplacent dans une direction, c'est la direction de propagation. Je vous répète, elle est définie par le vecteur K, c'est le sens du vecteur K, la direction du vecteur K qui définit la direction de propagation. Ensuite, on passe à la polarisation. La polarisation, elle est définie par l'orientation du champ électromagnétique. Et je vous l'ai dit, pour les ondes planes, nous avons une simplicité puisqu'on sait que l'équation d'onde plane nous fixe, une fois qu'on a la direction de propagation et on a un des champs, automatiquement le deuxième champ, sa direction ou son sens sont définis. Donc, il suffit de décrire un des champs, généralement c'est le champ E, pour pouvoir parler de la polarisation de l'onde. Alors, de quoi il s'agit? La polarisation de l'onde n'est autre que la direction, l'orientation du vecteur champ électrique et par conséquent champ magnétique. Donc c'est la direction du vecteur champ qui définit la polarisation de l'onde. Donc on vient d'en voir trois cas particuliers. Alors il y a le cas le plus général où A est constant quelconque et phi est quelconque. C'est toujours elliptique, sauf que les axes ne sont pas les axes X, Y et Z, mais c'est des axes quelconques. Et donc ça sera toujours elliptique et c'est le cas le plus général.